Je m'appelle Mathieu Ayoum, je suis bibliothécaire à l'UQTR et ça me fait très plaisir de vous recevoir aujourd'hui pour une présentation sur l'expérience de différents bibliothécaires avec l'outil Dataverse au Québec. C'est une présentation initiée par le groupe de travail sur la gestion des données de recherche du sous-comité des bibliothèques du BCI. Le fonctionnement de la séance va être assez simple. Donc, on a trois panélistes, trois présentateurs avec nous aujourd'hui. On a Daniel Denis, qui est bibliothécaire gestion de données à Concordia. On a Jonathan Doré, qui est agent de recherche à l'INRS, l'ENAP-TLUC, et F. Paquette-Bigra, bibliothécaire en gestion de données de recherche à l'UDM. Ils auront chacun à peu près une dizaine de minutes pour faire leur présentation, suite à quoi on pourra prendre des questions puis initier la conversation de façon à ce qu'on ait le plus d'échanges possible puis qu'on puisse essayer de comprendre leurs expériences, puis peut-être d'en apprendre pour développer notre propre service, là, ceux d'entre nous qui avons peut-être un service de soutien à Dataverse un peu moins avancé. Juste avant de leur laisser la parole, je vais rapidement faire une petite mise en contexte. Je n'expliquerai pas de zéro ce qu'est Dataverse. D'autres présentations l'ont déjà fait il n'y a pas très longtemps. Si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à vous référer à votre administrateur Dataverse dans chacune de vos institutions. Il y a un répondant pour cette instance. Donc, brièvement, Dataverse est un dépôt déployé dans les universités québécoises suite à une entente du BCI avec Scholars Portal, qui est un consortium ontarien. L'instance Dataverse de Scholars Portal est hébergée à l'Université de Toronto et permet essentiellement de diffuser des petits moyens jeux de données gratuitement pour l'utilisateur. Donc, bon, institutionnellement, il y a un frais, là, mais pour les chercheurs, c'est gratuit. On dit petit moyen jeu de données parce que bon, l'outil est optimisé pour ça. Si on cherche à stocker du big data pour du partage, d'autres outils existent qu'on ne discutera pas aujourd'hui. En ce moment, il y a plus d'une quarantaine d'universités canadiennes qui ont un espace Dataverse et ce nombre grandit de mois en mois. Là, donc, il y a toujours des nouvelles institutions qui s'ajoutent, ce qui fait que Dataverse est, bon, à toute fin pratique, un dépôt à portée nationale. Le premier Dataverse au Québec a été lancé en avril 2019, d'où le titre de cette activité aujourd'hui, 2 ans plus tard. C'était le nôtre à l'UQTR qu'on a lancé, bon, quelques jours avant les autres, là, mais je voulais le souligner. Ce qui ne veut pas dire qu'on a reçu beaucoup de dépôts ou qu'on est particulièrement actif. Là. Ça veut simplement dire qu'on a été le premier à peser sur le bouton publier. En avril 2021, donc je suis allé chercher les statistiques au début du mois. 12 des 18 universités ont lancé leur espace Dataverse sauf erreur au Québec. Au total, on comptait jusqu'à récemment 118 ensembles de données, ce qui totalise 6204 fichiers. C'est juste pour vous donner un ordre de grandeur. Au Québec, ce qu'il y a de stocké dans Dataverse, ce n'est pas énorme. Certaines institutions ont beaucoup plus de jeux de données et de fichiers que d'autres, mais au total, on reste quand même dans un service qui est en développement, je pense. Donc, sans plus attendre, je vais laisser la parole à Daniel Denis. Daniel, c'est quand tu veux. Super, merci. Merci beaucoup pour l'invitation. Tu peux tout de suite passer à la prochaine diapo, s'il te plaît. OK. Alors, je vais commencer un peu avec l'historique de Dataverse à Concordia. Au printemps 2019, c'est en fait mon collègue Alex Guindon qui a configuré Dataverse puis qui a aussi écrit une première ébauche d'une politique pour Dataverse. La politique décrit, entre autres, qui est éligible pour déposer des données dans Dataverse, quel type de données peuvent être déposées, puis on parle aussi de propriété intellectuelle. Une fois que la politique a été finalisée à l'automne 2019, on a fait un lancement discret de Dataverse. C'est-à-dire que le Dataverse était ouvert aux chercheurs, mais on n'a pas fait de publicité. On attendait que la politique des 3 organismes sur la GDR soit publiée pour lancer Dataverse de façon plus officielle. Mais bon, après une année, la politique était toujours pas publiée. Alors, on a décidé de lancer Dataverse à l'automne 2020 de façon officielle à travers une campagne de communication sur la GDR en général. Prochaine diapo.
Maintenant, j'aimerais parler de notre offre de service pour Dataverse. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai publié l'offre de service sur le guide GDR qui est sur le site web de la bibliothèque pour que les chercheurs puissent savoir à quoi s'attendre en déposant leurs données dans Dataverse. Alors, notre offre de service, c'est qu'on va offrir des conseils sur l'utilisation de Dataverse. On est responsable de créer des Dataverse pour les chercheurs. On est aussi responsable d'assigner les différents rôles ou les différentes autorisations pour les utilisateurs de chacun des Dataverse. On fait aussi la curation des données qui sont déposées. Pour la curation des données, je me suis en fait basée en partie sur la procédure qui a été développée par le Data Curation Network aux États-Unis. Prochaine diapo. Essentiellement, le Data Curation Network, ils ont écrit un guide qu'on voit ici là, à l'écran qui élabore les différentes étapes à suivre lorsqu'on reçoit un jeu de données dans un dépôt de données. Ils ont un guide général sur lequel je me suis basée, mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont aussi des guides spécifiques qu'ils appellent des data primers pour tous les différents types de données ou de fichiers qui pourraient être déposés dans un dépôt. Il y a aussi une version canadienne et bilingue qui vient d'être développée, puis Eve va nous en parler un peu plus tard là, dans la présentation. Prochaine diapo. Alors, pour la curation, ce que je fais, c'est que je vais vérifier les métadonnées pour m'assurer que les champs requis ont été bien remplis, que les fichiers ont des descriptions, puis je vais aussi m'assurer qu'il y a au moins un fichier README ou un dictionnaire des données pour que les données soient compréhensibles et réutilisables. Ensuite, je vais vérifier le nom des fichiers, je vais vérifier le format des fichiers pour m'assurer qu'ils soient là, dans la mesure du possible en format ouvert. Puis finalement, je vais ouvrir chacun des fichiers pour m'assurer qu'on puisse les ouvrir, encore là, dans la mesure du possible. Une fois que la curation est terminée puis que tout est beau, je vais publier les jeux de données. Prochaine diapo. Sur le guide GDR, on a aussi indiqué les services qu'on n'offre pas. Par exemple, on ne va pas créer des métadonnées pour les chercheurs, on ne va pas vérifier la qualité des données, on ne va pas nettoyer les données, on ne va pas convertir les fichiers en format ouvert, puis on ne va pas faire l'anonymisation ou la déidentification des données. Puis finalement, on ne va pas déposer les données à la place du chercheur. Prochaine diapo. Maintenant, en termes d'utilisation, ce que j'essaie de faire quand un chercheur ou une chercheuse me contacte, c'est que je vais créer un Dataverse pour le chercheur, puis dans son Dataverse, si il ou elle le veut, là, je vais créer un sous-Dataverse pour le projet pour lequel il veut déposer son jeu de données. En date de janvier de cette année, le 2021, il y a seulement 3 chercheurs qui m'ont contacté pour déposer leurs données dans Dataverse. C'est vraiment pas beaucoup. Mais ce que j'ai fait pour la présentation, c'est que j'ai divisé les 3 chercheurs en 3 archétypes pour un peu décrire là, mon expérience que j'ai eue avec eux parce que l'expérience était quand même assez différente pour chacun. Prochaine diapo. La première chercheuse qui nous a contactés, c'était quelqu'un qui allait générer beaucoup de données de façon continue là, sur plusieurs années, puis elle cherchait un endroit pour stocker ces données puis les partager. Alors, on s'est rencontrés en personne en premier, puis ensuite, on a travaillé au cours de quelques semaines sur la marche à suivre. Comme c'était aussi la première fois qu'on acceptait des données dans le Dataverse de Concordia, j'apprenais un peu en même temps qu'elle, puis ça m'a aidé à développer l'offre de service. Alors, comme j'ai déjà mentionné en parlant justement de notre offre de service, ce qu'on a fait ensemble, c'est qu'on a décidé du nom de son Dataverse. Ensuite, on a décidé des différentes permissions qu'on allait lui donner à elle, puis aux différents étudiants qui allaient l'aider avec son projet. Quand elle a déposé les premiers fichiers, ça m'a permis d'appliquer les étapes de curation là, que je venais d'apprendre. Par exemple, elle a dû faire des corrections au nom de ses fichiers. Elle a dû rajouter des descriptions à ces fichiers. J'ai aussi demandé de produire un dictionnaire des données pour expliquer les fichiers CSV qu'elle déposait. Pour l'aider avec ça, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai fourni un gabarit très, très de base d'un dictionnaire des données, mais qu'elle a fini par adopter là, pour tous ses jeux de données. Alors là, depuis 1 an, elle a déposé une douzaine de jeux de données, puis chacun peut contenir entre 10 et 70 fichiers. C'est surtout des fichiers PDF et CSV.
Puis je dirais maintenant avec elle, c'est vraiment un procédé qui est quand même bien rodé. Puis quand elle dépose un jeu de données, ça peut prendre là, pas plus que 15 minutes pour tout vérifier puis ensuite le publier. Prochaine diapo. La prochaine utilisatrice était un peu moins réussie. C'était une chercheuse qui s'était fait demander par l'éditeur du périodique dans lequel son article venait d'être accepté de déposer ses données dans un dépôt. Mais elle m'a contacté comme un jeudi, puis elle devait avoir un DOI pour ses données par le dimanche au plus tard. Alors, on avait seulement vraiment 4 jours. Alors, la première chose que j'ai fait, c'est que je lui ai demandé de consulter notre guide d'utilisation de Dataverse, qui est quand même assez simple, ça se tient sur une page. Mais malgré ça, elle a quand même eu des problèmes techniques avec le dépôt. Puis, comme on n'avait pas beaucoup de temps, j'ai fini par déposer ces données qu'elle m'a envoyées par courriel, même si dans notre offre de service, là, c'est quelque chose qu'on dit qu'on ne fait pas. Aussi, dans son jeu de données, il n'y avait pas de dictionnaire des données. Mais vu le manque de temps, j'ai quand même publié ces données sans dictionnaire des données pour qu'on puisse compléter le tout avant la date limite. Je lui ai quand même envoyé un gabarit des dictionnaires des données. Je lui ai demandé de le remplir, puis de me l'envoyer aussitôt que possible, mais bon, manque de temps, là, elle ne m'a jamais recontacté avec son dictionnaire des données. Fait que c'est à ce moment-là que j'ai décidé de publier un guide des meilleures pratiques pour les chercheurs que j'allais leur demander de respecter avant que je publie leurs données. Prochaine diapo. Mon guide des meilleures pratiques, c'est ce que vous voyez à l'écran là. C'est seulement sur une page. Je l'ai basé un peu sur un guide qui a été produit à l'Université de Victoria, mais je l'ai énormément simplifié. Essentiellement, quand un chercheur m'écrit pour déposer ses données, je vais lui demander de prendre connaissance du guide des meilleures pratiques puis de s'y conformer autant que possible. Dans le guide, je demande pour des métadonnées ou de la documentation sous forme d'un README ou d'un dictionnaire des données. J'explique que les fichiers devraient être en format ouvert et j'explique aussi les meilleures pratiques pour le nommage des fichiers. Prochaine diapo. Alors, on peut passer au troisième utilisateur. Lui aussi avait des données à déposer à la requête d'un éditeur qui venait d'accepter son article. Alors, quand il m'a contacté, je lui ai tout de suite envoyé le guide d'utilisation de Dataverse et le guide des meilleures pratiques. Puis, c'est un dépôt là, qui a été super bien réussi. Il a déposé de la documentation sous forme d'un README sans que j'ai eu à lui fournir un gabarit. Son fichier de données est en format ouvert, en format CSV, puis le nommage des fichiers était tout à fait acceptable. Alors, je ne sais pas si ça s'est bien passé parce que le chercheur était particulièrement bien organisé ou s'il avait déjà fait des dépôts dans le passé dans un autre dépôt ou si c'est le guide de meilleure pratique là, qui l'a aidé, mais c'était vraiment facile, puis ça m'a seulement pris 5 à 10 minutes là, pour tout vérifier son dépôt puis le publier. Alors sur ça, je passe le relais à Jonathan. Merci beaucoup, Daniel. Jonathan, c'est quand tu veux. Je peux passer à la prochaine diapo. Alors, bonjour à tous et à toutes, puis merci à Mathieu, Daniel et Ève de m'avoir invité dans ce panel. Donc, je vais parler évidemment de la situation dans les 3 universités que je représente. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis agent de recherche. Je travaille au niveau de la gestion des données de recherche à la fois à l'INRS, où je suis basé physiquement, enfin où mon bureau se trouve, même si moi physiquement je suis à la maison. Je travaille aussi pour la TELUC et l'ENAP. Dans le cas de Dataverse, on a à l'ENAP mon collègue Félix Ladurantec qui est bibliothécaire, qui est responsable. C'est le répondant Dataverse pour l'ENAP, alors que moi, je suis le répondant Dataverse pour les 2 autres universités. Je vais quand même faire le tour des 3 aujourd'hui. Donc, dans le cas des 3 dépôts institutionnels, on est publié et accessible depuis décembre 2019. Moi et Félix, on a, je pense, ouvert le dernier à l'ENAP, je pense, quelques jours après les 2 premiers. On a déjà commencé à avoir, au moment du dépôt, au moment de la publication des Dataverse, un premier dépôt qui était les données du sondage qui avait été fait auprès du corps professoral sur les pratiques de GDR. Donc, on a voulu publier un Dataverse où il y avait déjà quelque chose dedans, même si c'est assez méta comme dépôt. C'est un dépôt sur les pratiques de GDR dans une plateforme qui est prévue pour ça. Et depuis, on a commencé à avoir quelques demandes. Donc, en date d'aujourd'hui,
pour vous donner une idée, à l'INRS, on a 3 Dataverse, donc un Dataverse pour 3 professeurs différents. On parle en tout de 5 ensembles de données et 973 fichiers. Je vais expliquer pourquoi ce chiffre-là est énorme. À la TELUC, on a un Dataverse. On parle de 28 ensembles de données et 34 fichiers. Encore là, je vais revenir sur ces chiffres-là qui sont différents, ces différents cas de figure. Et à l'ENAP, on a 0 Dataverse. En fait, on a celui de l'ENAP, mais on a un ensemble de données qui est celui des données du sondage sur les pratiques de GDR avec 7 fichiers dans cet ensemble-là. On peut passer à la prochaine diapo, s'il te plaît. Donc, au niveau des différents cas de figure, mon expérience n'est pas énorme. Par contre, ce que je me rends compte, c'est qu'on a des demandes qui proviennent de certains types de cas de figure. Donc, évidemment, Dataverse a été fait pour déposer des fichiers en fin de projet. Jusqu'à présent, c'est ce type de cas de figure-là qu'on n'a pas eu. Par contre, on a eu d'autres cas de figure. Le premier, qui a été un étudiant de maîtrise qui avait terminé sa maîtrise, avait déposé son mémoire et son mémoire venait avec des données de recherche. Et on s'est dit, on va prendre ce cas-là pour faire un premier dépôt. Donc, un dépôt de mémoire et thèse pour les étudiants qui sont en fin de parcours. Et donc, mon premier dépôt Dataverse, et je peux vous garantir que déposer des données dans Dataverse, ça semble assez intimidant au départ, mais ça se passe très bien. Mon premier dépôt, c'était un dépôt avec 900 quelques fichiers. Donc, lui, c'était vraiment l'ensemble des fichiers de toute sa thèse de mémoire qui était organisé de façon hiérarchique et tout. Donc, c'était un ensemble de données qui contenait énormément de fichiers. Parmi les autres dépôts qui ont suivi, c'était essentiellement des professeurs ou des étudiants de professeurs qui voulaient déposer des données parce qu'une publication qu'ils venaient de soumettre devait être évaluée par les pairs. Donc, à ce moment-là, on parle de créer un ensemble de données avec un seul fichier. Donc, mon premier dépôt, on parle de 900 fichiers et mon deuxième dépôt, c'était un seul fichier que le professeur a fait lui-même. Dans ces deux cas-là, c'est des situations qui se sont produites à l'INRS. À la TELUC, on a eu une demande un peu différente. Un professeur qui enseigne au département d'éducation qui a organisé un colloque cet automne qui s'appelait Numérique 2020. Donc, c'est l'enseignement à distance, c'est l'utilisation de ressources éducatives libres à distance en temps de pandémie. Le colloque avait été enregistré et les vidéos qui avaient été captées pendant le colloque devaient être placées quelque part. J'ai proposé Dataverse et à ce moment-là, pour chaque présentation, on a créé à l'intérieur du Dataverse numérique 2020 un ensemble de données qui contient pour le moment uniquement le fichier de la présentation vidéo. On pourrait également aller y mettre des fichiers de PowerPoint, de documents complémentaires et tout. Pour le moment, il n'y a que les fichiers vidéo. Et au niveau des métadonnées, on a décrit le nom des participants avec leur affiliation, la description de la présentation et tout. Donc, à la TELUC, c'est une utilisation un peu différente. Et ici, c'était pour un professeur en sciences de l'éducation. Donc, je trouvais que ça, même si ce n'était pas vraiment une utilisation de ressources éducatives libres, c'était quand même lié à un domaine au niveau de l'éducation. Et comme j'ai dit, des dépôts de fichiers en fin de projet, jusqu'à présent, on n'en a pas eu. On peut passer à la prochaine diapo, s'il te plaît. Donc, au niveau de la procédure puis de l'accompagnement, le niveau de service et le niveau d'accompagnement que j'offre aux professeurs va vraiment dépendre de ce qu'ils veulent. Donc, chaque professeur me contacte quand ils veulent avoir leur espace ou leur Dataverse, peu importe l'établissement. Donc, on a prévu de réserver un Dataverse pour chaque membre du corps professoral sur demande. On va les créer quand ils en auront besoin. Au besoin, on peut aussi créer des Dataverse pour un groupe de recherche, un laboratoire, une chaire de recherche. Selon les besoins, on pourra le configurer comme ils voudront et ajouter les différents membres des équipes. À l'INRS, la très grande majorité des étudiants de maîtrise et doctorat travaillent sur les projets des professeurs. Donc, quand on a des dépôts qui sont liés à des demandes étudiantes, on vient généralement le faire sur l'espace du professeur. Donc, ça nous permet de contacter le professeur à ce niveau-là, là où la professeure. Si jamais on avait des cas où un étudiant travaillait sur un projet indépendant ou que où la responsable ne voulait pas avoir de Dataverse, on pourrait créer un espace Dataverse étudiant dans lequel on déposerait les ensembles de données de chaque étudiant. On ne l'a pas fait encore, mais on a prévu le faire. Essentiellement,
Pour le moment, l'offre de service ça consiste à créer l'espace pour les professeurs. J'explique aussi les limites de ce que c'est Dataverse, de ce que ça peut faire, ce que ça ne fait pas, pardon. Donc, les différentes exigences, les limites, les accès, les permissions, on peut ajouter différents membres de l'équipe. On peut donner des niveaux de permission ou des niveaux d'accès différents, différentes personnes. Et j'explique aussi le niveau d'accompagnement. Donc, si un professeur se sent tout à fait à l'aise de faire les dépôts, de publier par eux-mêmes, ils le font. S'ils veulent que je le fasse pour eux, je peux le faire. S'ils ont besoin d'accompagnement pour leurs étudiants, je peux l'offrir aussi. J'ai la chance, c'est une chance, de travailler dans des universités où le nombre de professeurs est assez limité. On parle d'à peu près 150 professeurs à l'INRS, 90 à TELUC, puis une trentaine, 35 à peu près à l'ENAP. Donc, c'est un nombre de professeurs qui est gérable. Donc, je peux me permettre d'offrir un niveau de curation qui est un peu plus élevé que dans d'autres universités. Et votre cas de figure dans votre université va aussi dépendre de votre capacité, du nombre d'étudiants, du nombre de professeurs et de comment vous voulez passer. Je peux aussi, dans certains cas, parler d'enrichissement de métadonnées et on va passer à la prochaine diapo. Juste avant de parler de métadonnées, pour me rappeler, parce que dans aucun des trois établissements, on a de politique formelle qui encadre Dataverse. Je me suis fait une liste de vérification pour ne pas oublier certains points importants, notamment s'il y a des droits qui sont associés aux données de recherche, s'il y a des sources externes, donc si c'est des ensembles de données qui proviennent d'ailleurs, par exemple Statistique Canada, l'Institut de la statistique du Québec, d'autres chercheurs ou ainsi de suite. Est-ce qu'il y a de l'information sensible? Et je dépasse un peu le cadre d'information sensible qu'on voit souvent dans les comités d'éthique de la recherche. Donc, oui, l'information personnelle, anonyme, confidentielle, mais pour les coordonnées géographiques, comme on a beaucoup de chercheurs qui travaillent dans le domaine de l'environnement, est-ce que le niveau de description des coordonnées géographiques est approprié pour une publication publique? Donc, si, par exemple, il y avait une situation d'étude de population ou de secteurs menacés, est-ce que ce serait pertinent de publier les coordonnées géographiques exactes de cette population-là ou de ce lieu géographique-là? Donc, je pose la question, est-ce qu'il y a des contrats avec des partenaires qui viennent influencer le partage de données? Est-ce qu'il y a des embargos? Donc, je pose toutes ces questions-là et ça me permet aussi d'avoir un petit dialogue avec les membres du corps professoral. On peut passer avec la prochaine diapositive. Dans Dataverse, quand je crée l'espace Dataverse pour les professeurs, je vais leur personnaliser généralement avec la première discussion qu'on a eue. Pendant que cette personne-là crée son compte, donc moi, je vais créer l'espace Dataverse avec le nom, une description avec les liens. Donc, quand c'est pour des professeurs, je mets le nom du professeur, ses intérêts de recherche, les liens vers ORCID, ResearchGate, Google Scholar, et ainsi de suite. Dans le cas qui est à l'écran, c'est celui de Dataverse numérique 2020, donc je suis allé mettre le lien vers la page du colloque, et ainsi de suite. Une fois que les données sont insérées dans Dataverse, la plupart du temps, c'est le chercheur qui le fait, à moins qu'il y ait une transmission des données, là, par exemple pour les étudiants qui arrivent vers moi. Donc, je vais toujours aller regarder au niveau de la vérification des auteurs, des noms d'auteurs, la validation de l'indexation, s'il y a des erreurs flagrantes. Au niveau que ce soit orthographique ou choix de nom, on peut faire des recommandations. On peut passer à la prochaine diapo. À l'intérieur de ce qu'on a mis jusqu'à présent, bon, encore là, j'ai eu la chance de travailler avec un stagiaire qui provenait d'un programme de technique de documentation du Collège de Maisonneuve en mars. Donc, j'en ai profité pour voir un peu quelle serait la charge de travail que ça représenterait d'aller, entre autres, ajouter des vedettes matières donc, dans la section classification par sujet. Pour que, éventuellement, si Dataverse est intégré au catalogue SOPHIA, qu'il y aurait une espèce d'appariement entre les pratiques documentaires des deux plateformes. Donc, on est allé ajouter un vocabulaire contrôlé. Pour le moment, ce n'est pas quelque chose que moi, je vais offrir parce que je n'ai pas accès aux outils. Mais encore là, il faudra voir à l'intérieur des trois universités s'il y a un souhait de bonifier ces descriptions-là pour eux. Je vais juste attirer l'attention sur deux sections, puis vous allez si vous le voyez, que vous constatez cela, c'est normal dans le sens que c'est le comportement de la plateforme en ce moment. Mais dans la version publique des métadonnées, la classification par sujet et le libellé de la langue apparaît en anglais. Quand vous rentrez les données au niveau des métadonnées du formulaire, les menus sont en français, mais ils apparaissent en anglais.
Donc, ça, c'est deux choses que vous allez pouvoir constater. Prochaine diapo, s'il te plaît. Au niveau des descriptions, je recommande d'y aller dans la description de la langue. Donc, si les articles ou les données ou si la recherche était faite en anglais, on y va en anglais. Je recommande généralement de faire une description en français également, juste aux fins de compréhension. Puis bon, si c'est uniquement en français dans une université au Québec, ça ne me dérange pas. Si c'est uniquement en anglais, je tiens quand même à ce qu'on mette une petite description en français. Encore là, je pourrais au besoin accompagner les gens, qui soient professeurs ou étudiants. Et je vais toujours relier le tout au professeur. Donc, dans ce cas-ci, ce sont les données relatives à un mémoire d'un étudiant, mais qui sont déposées sous forme d'ensemble de données dans le Dataverse du professeur qui est René Lefebvre, qui est un professeur à l'INRS. Prochaine diapo, s'il te plaît. Puis bon, quelques exemples de plus au niveau des liens. Donc, par exemple, ici, on a le lien vers le mémoire qui se trouve dans Espace INRS, qui est notre dépôt institutionnel. Par contre, dans la description là, sur la page dans Dataverse, le DOI, ou plutôt le lien vers l'espace institutionnel, n'apparaît pas. Il faudrait aller cliquer sur l'onglet Métadonnées pour avoir ce lien-là. Au niveau de cet ensemble de données-là, c'est celui qui en a plus de 900 fichiers. Donc, on recommande d'y aller avec l'arborescence plutôt que l'affichage par tableau où on liste vraiment tous les fichiers un à la suite de l'autre. Certains problèmes que j'ai eus, j'ai posé la question à Scholars Portal, on m'a dit que ça ne devrait pas faire ça. Donc, théoriquement, si vous téléversez des fichiers où on a des caractères accentués dans le nom du fichier, ça ne devrait pas créer de problème. Je l'ai fait et ça fonctionne. Quand on fait un versement par fichier zip, ça ne marchait pas pour moi. Donc, je ne sais pas si c'est un comportement que vous allez encore revoir, mais si jamais vous faites un téléversement dans Dataverse par fichier zip parce que vous en avez plusieurs et que ça ne dézippe pas le fichier à l'intérieur de Dataverse, c'est probablement parce que certains fichiers ont des caractères accentués. Effectivement, quand je suis allé changer le nom des répertoires et le nom des fichiers, il n'y en avait pas énormément, mais ça a fonctionné après. Donc, ça a ouvert, ça a dézippé les fichiers sans problème. On peut passer à la prochaine diapo, s'il te plaît. Au niveau du niveau de service qui est à déterminer, chaque équipe a des besoins différents. Donc, c'est pour ça que j'offre un niveau de service qui va varier en fonction des besoins et de ce que chaque professeur veut. Dataverse n'est évidemment pas toujours la bonne solution. On a certains membres du corps professoral qui ont des besoins beaucoup plus grands que ce que Dataverse peut offrir. À ce moment-là, on les pointe vers soit le dépôt fédéral des données de recherche ou un dépôt disciplinaire. J'offre la possibilité de donner de la formation aux équipes de recherche. J'essaie le plus possible de passer par les programmes d'enseignement de l'université. Donc, quand il y a un cours de première année qui s'est approprié, donc que ce soit un cours d'introduction au domaine, un cours de méthodologie de la recherche ou un cours dans lequel il y a une présentation qui est faite par un ou une bibliothécaire, j'essaie de me joindre et de me greffer puis de parler de GDR dès là pour présenter la chose aux étudiants, mais aussi, quand on présente aux étudiants, le professeur est très souvent là également. L'approche que j'utilise le plus, c'est vraiment une approche service-conseil. Donc, chaque membre du corps professoral m'écrit quand ils ont des questions et ça se reflète aussi sur ce que je vais offrir ou pas à l'intérieur de Dataverse. Dans certains cas, on va probablement y aller avec un niveau très, très poussé d'aide à la curation. Dans d'autres cas, il y a des professeurs qui sont complètement autonomes et qui déposent et font leur truc par eux-mêmes. Et je pense que c'est la dernière. Donc, je vais passer la parole à Eve. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jonathan. Juste en profiter pour mentionner que si vous avez des questions et que vous ne voulez pas les oublier, vous pouvez toujours les écrire dans l'espace de discussion dans Zoom, puis on pourra prendre des questions par après. Vous inviter à ouvrir votre micro pendant la séance de discussion qui suivra la présentation de Eve. Eve, si tu es prête, on peut y aller. Oui, alors moi, c'est Eve Paquette-Bigra. Je suis bibliothécaire en gestion. Je m'excuse, mon cellulaire vient de lancer une alerte. Donc, je suis bibliothécaire en gestion des données de recherche à l'Université de Montréal. Mathieu, tu peux passer au
continue. La diapositive suivante. Donc, le lancement officieux de notre espace Dataverse s'est déroulé en juin 2019. On a été ratoureux. Dans le fond, on a identifié qu'il y avait une chercheuse de l'Université de Montréal qui avait déjà des données dans l'espace Dataverse global là, à la racine pour tous, puis on lui a demandé si elle voulait être déplacée dans notre espace. Donc, l'espace a tout de suite été occupé. Ensuite, il y a eu un lancement officiel en septembre 2019, mais c'est quand même un lancement en douceur. Il y a eu un communiqué officiel qui a été émis. Puis l'idée, vraiment, c'est de se lancer doucement parce que c'est sûr que, comme pour tout le monde, c'est quelque chose de nouveau pour les bibliothèques de l'Université de Montréal. Puis aussi, ce que j'aimerais souligner, c'est que cette offre-là de dépôt de données est un peu différente, par exemple, de l'offre de dépôt institutionnel parce qu'il n'y a pas d'exigence de déposer ces données dans le dépôt Dataverse. C'est vraiment, si ça convient aux chercheurs, il y a cet espace-là qui est disponible pour eux. Puis l'idée, c'est vraiment que ce soit en lien avec l'offre de services des bibliothèques en gestion des données de recherche. Puis l'idée, c'est que dans le fond, si le chercheur a été capable de partager ces données pendant sa recherche, il y a des chances qu'il accepte de les partager ou que ce soit plus facile de les partager à la fin. Donc, on commence vraiment au début avec le plan de gestion de données. On accompagne les chercheurs dans cette démarche-là. Ensuite, on va s'interroger avec les chercheurs qui souhaitent sur l'organisation, la documentation, la description en cours des données de recherche parce qu'on s'est rendu compte que si c'était déjà bien fait à ce niveau-là, ça nous facilitait la tâche quand on arrivait au moment de la publication des données, donc dans l'espace Dataverse ou dans un autre espace qui peut convenir. Donc, prochaine diapositive. L'idée, c'est d'avoir, les exigences sont vraiment minimales, avoir une adresse umontréal.ca, créer un compte usager dans Scholars Portal Dataverse parce que même en tant qu'administratrice, je n'ai pas la possibilité de créer les comptes pour les usagers, me faire signe. Puis aussi, s'ils souhaitent, là, ils peuvent consulter le guide d'éclair de dépôt pour avoir plus de détails. Donc, prochaine diapositive, oui. Comment on est organisé? Un prof ou une professeure obtient à la demande un espace à son nom avec les droits comme administrateur. Puis l'idée vraiment, c'est de faire confiance aux chercheurs. Donc, ils sont responsables de leur recherche légalement, éthiquement. Donc, on leur offre la possibilité d'être administrateur d'un espace à leur nom, mais on s'entend, ce n'est pas l'administrateur système de la plateforme Dataverse, pas du tout, c'est un administrateur usager. Donc, il n'y a pas vraiment de danger qui est associé au fait de faire confiance aux professeurs. Puis les étudiants, eux, peuvent publier des données soit dans l'espace d'un prof, donc qui vont être adoptées par un professeur. Là, souvent, on peut penser à un étudiant qui va faire sa maîtrise ou son doctorat, puis il va déposer ses données dans l'espace du prof. Puis le prof, lui, va juger quel genre de droit il veut accorder à son étudiant. Est-ce que c'est un étudiant à qui il veut accorder des droits de publication directe ou seulement de soumission de données. Puis, ça peut arriver qu'il y a des étudiants, surtout des données qui sont liées avec les mémoires et les thèses, mais le prof, il n'a pas vraiment le temps de créer un espace. Donc, puis l'étudiant est un peu pressé. Puis, on sait que si on n'accueille pas ces données maintenant, bien, dans 6 mois, il ne sera plus à l'université, puis il va avoir d'autres choses à penser. Donc là, on a créé un espace pour les étudiants, un petit espace institutionnel où est-ce qu'après m'avoir contacté, je leur donne, j'essaie de pousser pour qu'il y ait un professeur qui les adopte, mais si ça ne fonctionne pas, je leur donne des droits de soumission de données. Puis là, ce que je vais faire, c'est que je leur demande de m'indiquer qui est le prof avec qui ils font des recherches, puis je vais contacter le prof pour avoir son approbation, comme quoi, oui, c'est des données qui ont une valeur pour la recherche, puis j'accepte comme prof là, que ce soit publié. Puis en même temps, le fait qu'un prof soit associé à l'ensemble de données, puis que les Dataverse soient liés à des professeurs, bien, ça facilite la pérennité d'une responsabilité au sein de l'institution. Donc, dans 10 ans ou dans 5 ans, dans 15 ans, s'il y avait des changements, si on voulait retirer des ensembles de données, si on changeait de plateforme, bien, on va avoir quelqu'un qu'on a une chance de pouvoir contacter, qui est allé courir après la personne dans son bureau sur le campus. Mais pour les étudiants, souvent, ça va être difficile de poursuivre le suivi avec eux.
Donc, on peut passer à l'autre diapositive. Donc, on a 19 espaces Dataverse, dont 10 espaces publiés, 23 ensembles de données, dont 20 ensembles de données publiés dans une diversité de disciplines. Là, on a eu le premier ensemble de données qui a été soumis par un étudiant, c'était des photos en aménagement, puis il y a aussi des trucs pour accompagner des publications en médecine vétérinaire. Donc, c'est vraiment diversifié. Puis, on a un projet d'enrichissement des métadonnées. Puis, j'en profite, là, si ça vous intéresse, les métadonnées, si c'est une passion pour vous, contactez-moi parce qu'on est en train de faire une grosse analyse des métadonnées dans Dataverse parce qu'on se demande comment optimiser la découvrabilité des données. Donc, on le sait, il y a le schéma de métadonnées qui est associé à Dataverse, qui est proche du schéma DDI. Mais qui n'est pas exactement ce schéma-là. Puis, il y a des passerelles avec d'autres schémas, comme schéma.org, qui est utilisé par Google Dataset Search. Puis, on essaie de regarder ça pour voir quels sont les meilleurs conseils qu'on peut donner aux chercheurs, puis quelles sont les meilleures pratiques qu'on peut adopter à l'Université de Montréal. Parce que l'idée, c'est vraiment... dans Dataverse, c'est pas une hiérarchie de fichiers. Hein. Donc, il y a des professeurs qui vont accueillir dans leur espace des espaces de groupes de recherche, de revues. Ça peut être des espaces étudiants parce que chaque Dataverse est un univers en soi. Donc, notre Dataverse est un peu échevelé, contrairement à une hiérarchie de fichiers typique qu'on pourrait espérer mieux classer. Mais ce qu'on travaille beaucoup, c'est l'organisation au niveau des métadonnées. Qu'est-ce qui est vraiment important, c'est que les chercheurs déposent ces données-là pour qu'elles soient découvrables, puis en normalisant bien ces métadonnées-là, puis cette description-là, ça permet à d'autres chercheurs ou à des gens curieux qui ne sont pas des chercheurs d'avoir accès à ces données-là. Donc, l'idée, c'est vraiment de beaucoup réfléchir sur cette découvrabilité-là des données. Donc, on peut passer à la prochaine diapositive. Donc, un petit mot, comme Daniel vous l'a dit, je travaille sur le groupe de travail du réseau portage sur la curation de données. On a un sous-groupe qui est en train de faire de traduire la démarche Curated de Digital Curation Network en français. Donc, on a l'acronyme curation. Puis, aussi, on l'adapte pour Dataverse. Donc, c'est vraiment intéressant. Le travail n'est pas encore tout à fait terminé. Encore là, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Donc, voilà. Merci beaucoup, Ève. Bon, vous avez fait ça dans les temps, à la minute près ou presque. On est maintenant prêt pour notre période de discussion. Ce que je vous propose, je vais commencer par passer les questions qu'on a eues par écrit. Les trois panélistes pourront apporter leurs réponses, puis par la suite, si ça ne répondait pas à la question de la personne qui l'a écrit dans l'espace de chat, vous pourrez ouvrir votre caméra, votre micro, puis la poser. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, lever la main tout simplement dans Zoom. Vous allez dans Réaction, cliquez Lever la main, puis on pourra vous donner un droit de parole pour poser votre question ou rebondir sur un commentaire. C'est comme vous voulez, il nous reste 20 minutes pour tout ça. Donc, première question qu'on a de M. Xabo, utilisez-vous les API ou des outils comme le Dataverse Uploader pour les ajouts de nombreux fichiers? Jonathan, tu as déjà répondu que non, tu utilises l'outil zip de Dataverse. Est-ce que Daniel ou Eve, ce sont des outils que vous connaissez ou utilisez? Moi, de mon côté, j'ai pas eu de dépôt où il y avait tellement de fichiers là, que j'avais besoin d'utiliser le zip là, comme Jonathan. Puis le API non plus, je l'ai jamais utilisé. Puis de notre côté, comme c'est vraiment les chercheurs qui déposent, je vais pas, j'ai pas utilisé les API. Peut-être qu'eux les ont utilisés, par exemple, parce que c'est entre autres une des raisons pourquoi on donne des droits d'administrateur aux chercheurs, c'est qu'ils peuvent utiliser les API pour toute la richesse des API, donc pour faire des traitements automatisés. Parfait, merci. Sinon, j'ai reçu une question. Je pense que juste l'un d'entre vous pourra y répondre. Est-ce que vous pouvez clarifier la distinction entre un espace Dataverse et un ensemble de données?
Eve, Jonathan, Jonathan. je commence puis tu compléteras. Dans ma conception, la différence, elle est mince, mais un dataverse permet, ce qu'un dataverse permet de plus qu'un ensemble de données, c'est le contrôle des accès et des permissions. On peut ajouter des membres dans une équipe. Donc, c'est vraiment un univers que l'on contrôle, alors qu'un ensemble de données, donc qui est un autre type de contenant, là, je veux dire, on parle d'ensemble de données généralement quand on parle de fichiers de données, mais un ensemble de données dans Dataverse, c'est un contenant dans lequel on va mettre des fichiers de données. Donc, si vous voulez déposer des fichiers dans Dataverse, vous allez devoir le faire dans un ensemble de données qui va se retrouver dans un Dataverse. Les permissions, on peut les contrôler au niveau des fichiers, au niveau des ensembles de données, mais ça se contrôle au niveau de son propre Dataverse ou du Dataverse SSHNet. Je ne sais pas si tu veux ajouter autre chose, Eve. Oui, bien en fait, le Dataverse, c'est vraiment ça. C'est un univers, puis c'est un contenant, mais c'est vraiment pas, il n'y a pas de métadonnées à ajouter, c'est vraiment un contenant jetable. Non, mais le cœur, c'est vraiment les jeux de données, le jeu de données en soi. Donc, ça va être important d'avoir une description dans le jeu de données et d'avoir un traitement vraiment sur le jeu de données. Parfait, merci. Prochaine question qu'on a. Bonjour, offrez-vous des solutions alternatives pour les données sensibles? Donc, je présume que ça fait référence au fait que Dataverse n'est pas conseillé pour le dépôt de données sensibles, non publiées même. Donc, est-ce que vous avez des alternatives? Bien, c'est vraiment à la pièce, mais c'est sûr qu'il y a c'est vraiment compliqué. Cette question ne peut être répondue dans les 18 prochaines minutes. Mais parce qu'il y a plusieurs enjeux. Par exemple, il y a l'enjeu, c'est possible d'avoir des données qui sont anonymisées. Puis il y a vraiment une réflexion éthique puis juridique qui est en train d'avoir lieu en ce moment au Canada à ce propos-là, qui pourrait être adopté dans le Dataverse parce qu'il y a plus d'enjeux de sécurité. Mais dès que les données doivent être sécurisées, bien, c'est sûr que c'est autre chose. En même temps, des dépôts sécurisés, c'est parce que c'est quand même assez délicat. Quand on pense, par exemple, au SIX, au réseau du SIX, au Québec, bien, il va y avoir des enclaves physiques pour certains jeux de données parce que la sécurité est nécessaire pour ça. Puis quand on dépasse une encryption minimale pour échanger des données avec VeraCrypt, mettons, puis qu'on vient dans des trucs vraiment plus sécurisés, bien là, c'est sûr qu'il y a des questions. Dataverse, ce n'est pas la place pour avoir un lac de données, par exemple, sur des patients, c'est certain. Là. Daniel, Jonathan, est-ce que vous avez un élément à ajouter? Moi non plus, je n'ai pas vraiment d'alternative parce que Dataverse, pour le moment, en fait, ni Dataverse ni le dépôt fédéré des données de recherche sont pour le moment adaptés aux données sensibles. En même temps, la question vient souvent avec, j'ai pas eu ce cas de figure-là à répondre, mais la question souvent vient avec, je dois déposer des données. Dans mes données, il y a des données sensibles. Et la question que moi je retournerais, c'est est-ce que c'est possible de déposer le reste des données sans déposer ce qui est sensible? Donc, ce n'est pas parce qu'il y a des données sensibles que tout est sensible ou que tous les éléments de la recherche sont sensibles non plus, parce que même avec des données sensibles, les chercheurs publient quand même. Donc, ce qu'ils publient, ce sont des données traitées. Ces données traitées-là, est-ce qu'elles pourraient être rendues publiques? C'est un peu la distinction entre les données brutes, les données traitées, les données analysées, les données archivées, ainsi de suite. Donc, moi, c'est un peu l'élément alternatif de réponse que j'offrirais. En termes de déposer des données dans une plateforme faite pour les données sensibles, pour le moment, je ne pense pas qu'il en existe, du moins pas au Canada. J'ai ICPSR en tête aux États-Unis qui a une expertise là-dedans, mais c'est un service offert qui est quand même payant. Là, donc, c'est pas exactement le même modèle d'affaires que ce qu'on a ici. Puis attends, Mathieu, si oui, je peux me permettre un petit, parce que je vois que Marie-Ève aussi fait un commentaire. Bien, effectivement, j'ai commencé à l'offrir, même si on peut s'interroger sur la pertinence d'avoir des DOI pour des métadonnées, mais de l'offrir comme catalogue. Donc, de proposer à des chercheurs qui ont des données qui ne sont absolument pas partageables, de quand même indiquer que ces données-là existent, qu'il y a moyen pour qu'un chercheur, par exemple, qui fait une recherche dans Google Dataset Search, il dit « Ah, ces données-là m'intéressent, je vais contacter le chercheur », puis on peut organiser après ça une collaboration en recherche avec ces données-là.
Mhm. Oh, effectivement, parce qu'à quelque part, je présume l'idée de déposer des données sensibles, ben, si le but c'était de les publier, il ne faut pas être si sensible que ça. Donc, si le but c'est juste de les déposer dans une interface sécuritaire, puis qu'on n'a pas d'interface sécuritaire proposée, ben, de mettre juste les métadonnées puis de garder les données sur la disque dur local, c'est une alternative qui peut effectivement sans doute fonctionner selon les besoins. J'ai Catherine Leduc qui avait une question. Si tu veux Ah, ben, ouvrir ta caméra, ton micro, Catherine, c'est quand tu veux. En fait, ma question, c'est peut-être plus une réflexion entre vous trois. Jonathan, tu disais que vous faites des dataverses par prof puis ou par groupe de recherche. Bon, je comprends que c'est pour des questions de donner de l'administration, des possibilités d'admin aux profs, mais est-ce qu'à un moment donné, ça ne devient pas compliqué qu'un jeu de données, je vais le mettre dans le jeu du prof ou je vais le mettre dans le jeu de l'unité de recherche ou est-ce que c'est pas plus simple juste de le mettre dans le Dataverse puis mettre dans les métadonnées qui est relié à tel prof puis qui est relié à telle unité de recherche? Je ne sais pas si vous avez fait cette réflexion-là, chacun de votre bande. De mon côté, je n'ai pas eu de demande. Je prévois la possibilité pour un groupe ou une chaire de recherche, si c'était un groupe ou une chaire de recherche où il y avait plusieurs professeurs qui étaient à la tête, pour éviter justement de savoir est-ce que c'est mes données à moi, à toi ou à celui de l'autre personne. Donc, si c'est pertinent pour le projet d'avoir un endroit commun, je le suggérais, mais effectivement, si un professeur a un laboratoire et que le laboratoire, c'est le professeur et son équipe, à ce moment-là, l'intérêt d'avoir un dataverse séparé est peut-être moins intéressant. Mais je pense que, Eve, tu avais d'autres types de situations. Moi, pour le moment, je ne l'ai pas vécu. Oui, ben nous, en fait, dès le début, on s'est demandé comment on allait organiser ça, puis pour avoir discuté avec des collègues à propos de dépôts institutionnels, puis comment les groupes de recherche, même les départements, les facultés n'étaient pas si stables, dans le fond. C'était pas des identifiants pérennes tant que ça. Puis on s'est dit, ben l'identifiant le plus pérenne, dans le fond, c'est le professeur, lui. Donc, lui, il va exister, puis souvent, il existe pendant longtemps à l'université. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi de centrer ça autour du prof. Puis aussi, c'est que dans la réalité de l'université, dans la réalité légale, dans la réalité des demandes de subvention, il va y avoir un chercheur principal. Il va y avoir un directeur qui est nommé. Puis on fonctionne beaucoup, ben, c'est qui le directeur? On a des consortiums qui sont en train d'arriver dans Dataverse. Là, je ne pense pas que c'est publié encore, mais donc, ça a été qui a la responsabilité ultime, puis c'est lui qui l'adopte dans son espace. Puis aussi, ben, c'est une question que le chercheur, quand il l'adopte sous son nom, bien, juridiquement puis éthiquement, ça devient comme un engagement. On n'aura pas de contrat à lui faire signer, on ne lui fera pas lire des choses, mais il y a la responsabilité de toute personne qui, je veux dire, le guide de GDR que je produis et puis il est rendu public à tout, ben je fais attention parce qu'il y a ma face qui est associée. Donc, c'est un peu cette idée-là qu'on a poussée, puis pour se simplifier la vie, là, pour ne pas avoir à changer. Puis des fois, c'est délicat parce que le département s'est séparé, parce que les gens se sont chicanés, puis là, ils vont demander 2 dataverses différents. Il y a comme toutes sortes de cas qu'on ne veut pas gérer. Donc, on prend vraiment soin, on centre vraiment ça autour des chercheurs. Merci. On a une question dans l'espace de discussion. Utilisez-vous la fonctionnalité des modèles de dataset templates? La fonctionnalité de lien pour les ensembles de données permet de faire apparaître un ensemble dans plusieurs sous-dataverses. Bien, en fait, comme administrateur usager, même des espaces institutionnels, on n'a pas accès à cette fonctionnalité-là. C'est vraiment au niveau de la plateforme, puis on peut le demander, c'est certain, ben, je parle pour les linked datasets, les trucs, donc on peut le demander, mais c'est comme moi quelque chose que j'ai exploré. Je sais qu'il y a eu des cas au Canada. Je ne sais pas s'il y en a eu au Québec. Enfin, s'il y en a eu, on est probablement les 4 autour de la table virtuelle aujourd'hui où ça serait fait, où il y a des gens dans l'assistance virtuelle. Donc, je sais que ça a déjà été fait de lier des dataverses ensemble, mais encore là, c'est quelque chose que les super admins peuvent faire à Scholars Portal.
pour revenir à la question des dataset templates, donc les modèles de dataset dans Dataverse, ils sont utilisés en ce moment pour choisir une licence. Les modèles de dataset sont utilisés au niveau des licences. C'est ça. Donc, on les utilise pour ça par défaut et la fonctionnalité a été changée dans les dernières semaines pour que ce soit clairement indiqué que le modèle par défaut, c'est une licence CC0, donc Creative Commons complètement ouverte et vous pouvez le changer au besoin. Donc, c'est cette utilisation-là qui est faite. Parfait. Pas d'autres questions dans l'espace de discussion pour l'instant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre la parole. On a un commentaire de M. Zabo. Lier les datasets Dataverse est accessible à tout administrateur du Dataverse vers lequel on lit par défaut. Je ne sais pas si vous... Daniel, Eve, Jonathan. Bon. Ce que je peux ajouter, c'est que oui, pour les datasets, les ensembles de données, vous pouvez toujours le lier au Dataverse que vous voulez, si le Dataverse le permet. Dans les 3 universités où je suis, il n'y a que moi qui peux publier quoi que ce soit dans le Dataverse de l'INRS, de l'ENAP ou TELUC. En fait, à l'ENAP, ce n'est pas tout à fait vrai, là. Mais donc, il n'y a que moi. Donc, pour qu'un professeur ou un étudiant ou un chercheur veuille publier dans l'espace de l'INRS, il doit se faire donner les droits. Donc, je dois lui créer son Dataverse et associer son profil au Dataverse, d'où la demande où on leur demande de se créer un profil. Je vais juste voir ce que l'image est pour bien comprendre. Puis je vais aller voir en même temps sur Dataverse. Mais effectivement, on peut toujours choisir et préciser dans quel Dataverse on veut se retrouver. Je vais juste fermer mon micro, je vais aller voir ce que c'est sur Dataverse, puis je reviens. Pour ceux qui regardent pas l'espace de discussion, une image nous a été partagée. Je dis aussi pour la rediffusion, parce que ce sera pas évident sinon. Jonathan, pendant que tu regardes ça, j'avais envie de vous relancer sur une question que j'avais plutôt par rapport au suivi avec les chercheurs. On n'a pas eu énormément à l'UQTR de demandes. On en a eu 3 jusqu'à présent. Ça s'est quand même bien passé. On a survécu. Je me demandais comment vos chercheurs recevaient les demandes de modification. Est-ce qu'ils s'attendent à en recevoir si vous en donnez, par exemple, de faire un dictionnaire de données, de modifier des métadonnées ou de faire quand même des tâches qui peuvent être assez chronophages? Est-ce que, bon, ils le font sans problème ou est-ce que des fois vous devez argumenter, les convaincre ou ils changent carrément de dépôt? Est-ce que vous avez eu des expériences plus difficiles par rapport à ça? Moi, comme toi, Mathieu, j'ai pas eu beaucoup, là, j'en ai juste eu 3, mais la première, c'est avec elle qu'il y a eu le plus de changements parce que c'était nouveau pour nous deux. Puis elle était super contente là, d'avoir des suggestions parce qu'elle voulait justement là, que ces données soient utilisées soient découvrables puis réutilisables là, par la communauté de chercheurs. Fait qu'elle était super contente de recevoir des indices là, pour l'aider à mieux décrire ces données finalement. Ça, c'était mon expérience. OK, OK. Eve, de ton côté, ça va bien? Oui, il suffit d'avoir la diplomatie. C'est sûr que ça aide. Ah oui, clairement. Non, effectivement, nous autres aussi, ça se passe quand même assez bien jusqu'à présent. Là. Lorsque le service va être lancé plus officiellement et qu'il va y avoir une diversité de demandes, ça va peut-être être plus difficile. Je ne sais pas aussi si quand c'est des chercheurs qui cherchent un dépôt pour répondre à une exigence d'une revue puis que ça presse, est-ce qu'ils sont aussi patients par rapport à nos demandes? Là? Ça sera sans doute à explorer. Oui, M. Benjamin Peuch, j'espère ne pas trop me massacrer votre nom de famille. Allez-y. Oui, tout à fait. Bonjour, merci. Je travaille pour SODA, c'est une archive de données pour les sciences sociales en Belgique. Et on utilise Dataverse, donc c'est pour ça que votre webinaire m'intéressait beaucoup et je l'ai trouvé très intéressant, merci. Et en fait, je voulais juste signaler pour Madame Denis, vous mentionniez l'expérience avec ce déposant pressé. C'est un cas qui, à mon avis, va se produire de plus en plus à l'avenir quand on gère ce genre de dépôt. On en a eu aussi.
Et en fait, vous avez publié. Moi, je vous avoue, j'ai été très fonctionnaire. J'ai dit on ne publie pas tant que les conditions ne sont pas remplies. Mais j'ai quand même pu rassurer le chercheur après coup parce que le test a montré que quand on crée un ensemble de données dans un Dataverse, le DOI est réservé. Donc, même quand l'ensemble n'est pas encore publié, le DOI est bien là. Donc, on peut envisager des compromis. Mais après, je comprends que, bon, on veut éviter de trop frustrer les chercheurs et de leur faire dire non, mais c'est la procédure, il faut suivre, vous comprenez. Donc, voilà. Mais en tout cas, merci beaucoup pour ces retours d'expérience, c'est très enrichissant. Et merci à vous. Eve, avais-tu quelque chose à... Ah non, mais c'est juste pour dire que ça peut expliquer pourquoi il y a des petites différences parce que chaque instance Dataverse est paramétrée un peu différemment. C'est parce que ça m'arrive des fois qu'il y a des chercheurs qui me contactent puis ils sont là, j'ai créé mon usager, puis finalement, je me rends compte qu'ils l'ont créé dans l'instance de l'IQSS, par exemple, ou dans une autre instance, puis que, ben non, c'est pas, on n'est pas rendu à collaborer à ce point-là. On a le temps pour une dernière question. Ça tombe bien, une question vient d'apparaître. Monsieur Dominique Desaulniers, au-delà d'un espace de dépôt pour la version finale des données, constatez-vous que les demandes concernant l'espace de stockage, donc en cours de projet, est fréquente? Pouvez-vous dire un mot sur les solutions que vous proposez la plupart du temps, puisque Dataverse n'est pas prévu pour ça? Vaste question en 4 minutes. Allez-y. Pour moi, oui, à Concordia, on vient d'avoir Microsoft 365 là, avec OneDrive, puis tous les SharePoint, puis ça m'aide beaucoup, là, c'est ce que suggère. S'ils n'ont pas beaucoup de données, puis si c'est pas sensible, je vais peut-être suggérer OSF. Puis il y en a un dernier qui est une solution payante qui a été développée ici à Montréal, puis là, le nom m'échappe, mais je vais le retrouver, je vais le mettre dans le chat. Ça marche, merci. Eve, Jonathan, de votre côté? Moi, pour les données en cours de projet, encore là, en cours de projet, si les données sont analysées et que c'est assez finalisé, je peux le recommander. Mais théoriquement, pour les données actives, je recommande de passer par le service des TI. Nous aussi, on va éventuellement avoir Office 365, mais on ne l'a pas encore, ce qui cause justement des problèmes avec les données actives. C'est un enjeu énorme, en fait. Calcul Québec aussi, dans certains cas, je peux le recommander. Oui, effectivement. Puis en fait, moi, je ne recommande pas OneDrive personnellement. Je ne l'utilise pas pour moi-même, donc je ne le recommanderais pas. Mais oui, c'est des questions, moi, on les écoute avec plaisir. Puis on va discuter avec nos collègues des TI, les collègues aussi d'éthique qui ont à s'interroger là-dessus. Puis on essaie de gratter un peu pour savoir des fois, bon, où est-ce que sont stockées les données effectivement. Je sais que pour OSF, entre autres, c'est avec Google, je pense, puis Amazon S3. Donc, on essaie de voir ça un peu, mais c'est vraiment des questions TI. Puis je sais que les chercheurs ils ont beaucoup de questions, mais on n'a pas encore tant de réponses. C'est bon. Daniel a mis le lien vers la ressource supplémentaire qui est Pillar Science, qui, sur la page d'accueil, dit que l'UDM l'utilise. Fait que je ne sais pas si ça te dit quelque chose, Eve. Mais... Souvent, c'est des groupes de recherche à l'intérieur des universités. C'est pas l'université en tant que telle, nécessairement. Okay. Ah ben, ils ont utilisé le logo de l'ensemble de l'université, pareil, mais bon. Ah mon Dieu, peut-être un petit malaise qui vient d'écrire. Je sais pas. Désolé à tous, c'est enregistré. Parfait, ben si c'est tout... je vais vérifier si on n'a pas une dernière question. De Mireille Lapère de HEC Montréal, le service de Office 365 et sa sécurité dépendent beaucoup des ententes de service entre l'établissement et Microsoft. Donc, peut-être un conseil de toujours vérifier l'entente en question. Puis, Isabelle Laplante qui nous dit que Pillar Science était anciennement OR Data. Sur ce, je vous remercie encore une fois à tous les trois, Jonathan, Daniel, Eve, d'avoir participé. J'espère que ça a pu alimenter la réflexion des différents participants. Si vous avez quelques questions que ce soit, n'hésitez pas à nous contacter. Là. La communauté GDR au Québec, c'est quand même assez petite, là, on se connaît bien. Puis on en discute entre nous des fois lorsqu'on n'a pas les réponses tout de suite. On est
Au début, en tout cas pour la plupart des institutions, d'une offre de service complète, on le voit avec l'engouement, le nombre d'inscriptions qu'on a aujourd'hui. Il y a vraiment un intérêt pour ce genre de sujet. Puis, ça nous fera un grand plaisir de poursuivre la discussion avec vous d'une façon ou d'une autre. Sur ce, bonne fin de journée.